Phase décisive, fin du cycle des hausses de taux d'intérêt. Et maintenant, on s'attend à une récession d'ici la fin 2023, voire le début 2024. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du www.jctum.com et bienvenue à tous sur notre canal YouTube public. On va commencer par une session brainstorming et ça va être aussi une mini séance d'éducation macro. Super important. Pourquoi ? Lorsqu'on veut prendre position dans les marchés, que ce soit à court terme, moyen terme et long terme, c'est super important de savoir dans quel genre d'environnement nous sommes en train d'évoluer. Et grâce à cela, on va pouvoir bien évidemment optimiser les résultats, mais surtout calibrer nos portefeuilles de manière adéquate. Ce que l'on opère à court ou moyen terme, long, short, ou que l'on opère à long terme, on va pouvoir déployer des tactiques et des stratégies en accord avec la situation actuelle. Et ça, c'est super important. Simplement dit, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'est pas du mauvais côté du trade. Et en fonction de ce qui arrive, c'est-à-dire que maintenant, on s'attend à une probable récession. Si j'opère à long terme, je vais commencer à tactiquement allouer des capitaux dans les secteurs et dans les industries qui, ici, potentiellement, pourraient m'offrir des méga retours lors du prochain cycle haussier. Moi, il y a pas mal de catalyseurs qui accompagnent certaines classes d'actifs. Un exemple clé tout simple, Bitcoin halving en 2024. Maintenant, imaginez-vous que ce halving soit accompagné d'un retour du QE, c'est-à-dire de beaucoup de liquidités au niveau des banques centrales, que la récession soit passée et que les banques centrales maintenant calibrent leur politique monétaire afin de quoi ? De générer une récupération économique et une nouvelle expansion économique. Et ça, c'est précisément ce qu'on a vu en février, je dirais en mars-avril 2020. Donc durant mars-avril 2020 jusqu'à la fin 2021. C'est ce que nous avons vécu. Donc là, clairement, il y avait beaucoup de liquidités, les banques centrales étaient en mode QE, taux d'intérêt super bas, ouvert à la spéculation et les blockchains, le Bitcoin, etc. C'était les thèmes du moment et ils ont explosé à la hausse. Maintenant, la clé pour nous, c'est quoi ? De savoir exactement on en est où dans le cycle, comment tirer avantage, on va dire, des signaux que vont nous renvoyer une récession, une crise de liquidité et autres, et comment prendre position, dans le prochain cycle économique. Ça, c'est un élément qui est super important. Poursuivons maintenant. Qu'est-ce qu'on a vu dernièrement ? Rappelez-vous, lors de notre dernière session brainstorming, on avait énoncé pas mal de points sur lesquels il fallait être ultra focus. Le monsieur que vous voyez à l'écran, c'est Jay Powell, c'est le Fed Chair de la Réserve fédérale aux États-Unis. Et en gros, on s'attendait à quoi ? À leur décision qui est survenue début mai. Donc le fameux FOMC, Federal Open Market Committee, c'était les 2 et 3 mai. C'est une réunion de 48 heures. Donc là, certains gouverneurs de la Fed, les membres votants, ils sont 12 ou 13. Et à la fin de ces 48 heures, donc c'était le mercredi 3 mai, clairement, là, le Fed Chair annonce quelle est leur décision. Vont-ils monter les taux d'intérêt, baisser les taux d'intérêt, etc. Il y a une conférence de presse qui suit cela et donc là, il apporte... il répond aux questions qu'on lui pose. Mais là, c'est un point qui est super important. Pourquoi ? Parce que maintenant, nous avons les taux d'intérêt qui sont à 5,25%. Donc, c'est monté de 25 points base. C'est un peu plus complexe que cela, mais on va éviter cela. Ici, on va faire simple et basique. Donc, les taux d'intérêt sont montés. Et donc là, maintenant, ils ont encore une fois réaffirmé que leur target, c'est d'avoir une inflation à 2%. Lorsqu'on voit cela, qu'on voit 5,25% de taux d'intérêt et que la target de l'inflation est de 2%, je vous dire qu'actuellement, l'inflation aux États-Unis est de 5,1%. Donc, ils sont très loin. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que les politiques monétaires vont se maintenir restrictives tant qu'ils n'ont pas atteint la target de 2% d'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Taux d'intérêt à 5,25%, ça peut demeurer là durant pas mal de temps. Et il y a un élément clé que vous devez comprendre. Lorsque la Fed, annonce ses décisions de taux d'intérêt, cela n'impacte pas l'économie directement. Il y a une réaction à chaud, et c'est ce que nous voyons au niveau des marchés financiers, c'est la volatilité. Pourquoi on est en train de réévaluer, de recalibrer les positions, etc. Mais le véritable impact économique se fait sentir par après. Petit cours d'histoire. Lorsque Jay Powell et la Fed ont annoncé le changement de politique monétaire, c'était au Q4 2021. Ils ont dit, maintenant, nous devons changer nos politiques monétaires et nous allons commencer une phase de hausse de taux d'intérêt. Il a annoncé ça durant le Q4 2021, donc le dernier trimestre, quatrième trimestre 2021, donc octobre, novembre, décembre. Mais la matérialisation de la première hausse de taux d'intérêt n'est survenue qu'en mars 2022. C'est là que la Fed a monté les taux d'intérêt pour la première fois. Donc de mars 2022, nous avons vu l'impact de ces hausses de taux d'intérêt avec l'explosion des banques, la mini-crise bancaire en mars 2023. Donc il a fallu 1 an. Mais rappelez-vous, les choses se dégradent et se détériorent petit à petit.
durant toute cette phase. On voit d'abord les segments les plus spéculatifs des marchés être touchés, les cryptos, méga crypto winter tout au long de l'année 2022, et d'autres entités, small caps, mid cap, nano cap, être fort touchés. Et ensuite, ça atteint les entités du top. Vous avez vu qu'au niveau de la crise bancaire, ça a commencé par des banques qui étaient exposées au business très risqué, SVB, Silvergate Bank, Signature Bank. Ensuite, c'est monté à First Republic et pas mal d'autres entités. C'est des répercussions en Europe avec Crédit Suisse. Bon, Crédit Suisse avait des problèmes déjà depuis pas mal de temps. Et juste avant que ça impacte les méga banques, donc les JP Morgan, Goldman Sachs, etc., boum, il y a une intervention. Ça, c'est un point qui est super important. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Les politiques monétaires des banquiers centraux commencent à impacter l'économie. Et ça commence toujours par les banques. Pourquoi je dirais toujours par les banques ou principalement par les banques? Les banques sont des acteurs importants. Pourquoi? C'est le financement, c'est le crédit qui est octroyé au business. Donc si on court-circuite l'alimentation au crédit pour certains business, qu'est-ce qui se passe? Business sont insolvables, banqueroute, on limoge du personnel, etc. Et cela, ça a des répercussions sur l'économie. Et tout ça, ça fait partie du plan de la Fed afin de ramener l'inflation à 2%. C'est bien plus complexe que cela. Voilà pourquoi que nous suivons cela en détail lors de nos sessions pro-market. Et ici, en brainstorming, je fais simple et je fais basique, mais c'est très important de comprendre la mécanique. Okay? Et tout ça, c'est cet aspect macro, cet aspect fondamental qui est super important, très mal compris, très mal interprété par la plupart des participants, je dirais 99%. Et donc voilà pourquoi est-ce que la situation est telle qu'elle est. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les opérations que font les particuliers, voilà pourquoi la situation est telle qu'elle est. Mais ici, nous, on va plus loin. Donc, Jay Powell, j'ai expliqué brièvement ce que c'est. On va passer à une autre banque centrale très importante, la BCE. La personne que vous voyez à l'écran, c'est Mme Christine Lagarde, qui est à la tête, c'est la présidente de la Banque centrale européenne. Et leurs taux d'intérêt sont à 3,75%. Ça, c'est très important. Et elle aussi, et eux aussi, plutôt, on va dire, la Banque centrale européenne, même target, 2% d'inflation. Maintenant, lorsque vous savez cela, vous pouvez faire une petite étude historique, regarder où est le S&P 500, où est le Nasdaq 100 aux États-Unis, par rapport au taux d'intérêt, par rapport au bilan de la Fed, l'inflation historique, le PIB historique, et qu'est-ce que cela veut dire, et quels sont les niveaux qui doivent être atteints. Ok, donc je sais bien que là, je rentre dans des choses qui sont un peu plus complexes, mais on va regarder cela brièvement ici. Et on peut faire le même travail pour la BCE. Ok, donc là, voilà les points qui sont super importants, donc les éléments sur lesquels il va être focus. Et ici, brièvement, un graphique. Donc on va commenter brièvement. Le graphique est très complexe, il est très compliqué. C'est un graphique qui est macro, mais il faut comprendre pas mal d'éléments. La ligne orangée que vous voyez là, c'est le PIB aux États-Unis, qui est actuellement, il y a une croissance trimestrielle d'un trimestre à un autre de 1,10%, donc 1,1%. Un exemple clé, quelque chose qu'il vous faut savoir, les lignes blanches que vous voyez là, ce sont les phases de récession. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a une lecture du PIB, 2 trimestres d'affilée avec une lecture négative, nous plongeons en récession. Donc la ligne orangée, vous la voyez chuter. La ligne fuchsia que vous voyez là, c'est quoi? C'est le taux de chômage. Donc là, c'est le nombre d'Américains qui n'ont pas d'emploi. Pour le moment, le taux de chômage est à 3,4% et ça nous fait une histoire de 5 millions d'habitants. Mais la manière dont on compte, dont on quantifie ces données aux États-Unis, elle est très complexe. Aux États-Unis, vous avez 334 millions d'habitants. Et vous avez ce qu'on appelle les forces vives, donc là le workforce, WF. Et là il y a 160 millions, voire 165 millions d'habitants. Vous voyez que ce n'est pas tous les habitants qui sont comptés pour quantifier ce chiffre. Et donc une fois qu'on a 10% de unemployment rate, donc 10% de taux de chômage, en général c'est ce taux de chômage qui est atteint lorsqu'on est en phase de récession. C'est ce que vous voyez là. Ça c'est la pandémie, 15% de taux de chômage. Et ça c'était la crise financière de 2008-2009, 10% de taux de chômage. Maintenant on est à 3,4%. Donc clairement n'oubliez pas que les banquiers centraux ont énoncé un élément qui est super important, c'est ce qu'on appelle la destruction de la demande. En anglais, c'est demand destruction. Pourquoi? La demande est inflationniste. Et rappelez-vous, donc là, les personnes en emploi, elles ont accès au crédit, elles sont en train de consommer. Et maintenant, on consomme principalement des services. Et si on veut ramener l'inflation à 2%, il faut détruire la demande. Donc, détruire l'emploi, faire monter le taux de chômage, et ça, c'est déflationniste ou désinflationniste. C'est un point qui est super important. Donc maintenant, lorsqu'on voit le taux de chômage à 3,4%, et qu'on a des taux d'intérêt à 5%, et qu'on voit le PIB qui commence à rentrer dans une phase de contraction, mais pas encore en récession, on se dit, tiens, si on fait une étude historique et qu'on regarde ce qui s'était passé lors du dernier cycle, donc entre 2006 et 2009, on voit plus ou moins la même chose. Taux d'intérêt qui était super haut, qui était à 5%, les taux d'intérêt ont demeuré à ce niveau durant pas mal de temps, juste assez pourquoi? Pour choquer l'économie et clairement provoquer un PIB négatif, 2 trimestres d'affilée, donc c'est-à-dire une récession. Et d'un autre côté, le taux de chômage passait de, cette période-là, on était exactement à combien? On était exactement aux alentours entre 4 et 5-6%, monté violemment pour atteindre les 10%. Et là, clairement, on aurait court-circuité l'inflation, bien évidemment, en provoquant une récession.
Je sais que c'est très complexe, mais c'est super important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que nous devons savoir comment est-ce qu'on doit se positionner par rapport à cela. N'oubliez pas, nous suivons ce que disent les banquiers centraux, quelles sont leurs politiques monétaires, mais ce qu'ils font impacte les marchés. Et maintenant, justement, nous rentrons dans cette phase où les taux d'intérêt vont se maintenir à un niveau restrictif durant pas mal de temps, comme ce fut le cas en 2008-2009, avant la méga crise financière. Là, pour le moment, nous sommes là. Et en gros, ça, c'est un point qui est super important. Maintenant, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait avec nos portefeuilles durant cette phase-là? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit le taux de chômage qui est super bas? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit l'inflation qui est de 5,10% et que la Fed veut la ramener à 2%? Qu'est-ce qu'on fait avec les taux d'intérêt à 5,25? Et là, en blanc, vous avez le 2-year. Le 2-year, il y a une science particulière derrière le rendement d'un note à 2 ans, c'est que c'est le proxy des politiques monétaires de la Fed. Si vous regardez historiquement parlant, le 2-year bouge avant les taux d'intérêt de la Fed. Maintenant, on a vu quoi? On a vu une chute du 2-year et donc on s'attend à ce que bientôt il y ait une coupe de taux d'intérêt. Mais là, ça pourrait survenir 6 à 9 mois après. Donc voilà pourquoi est-ce que nous parlons d'une récession pour la fin d'année 2023, voire début 2024. Maintenant, n'oubliez pas comment est-ce que je me positionne par rapport à cela. C'est un point qui est super important. Nous savons que lorsque la récession frappe, il y a un choc de liquidité et réellement tout tend à être super baissier. C'est un point qui est super important. Donc voilà en gros ce qu'il y a maintenant. Si nous regardons l'impact sur les marchés, rappelez-vous, on a commenté ce qui se passe avec la ligne turquoise, donc les taux d'intérêt de la Fed, 5,25. Vous avez brièvement compris ce qui se passe au niveau du yield du 2-year, maintenant qui est sous les 4%. Donc n'oubliez pas, ce que vous voyez ici, c'est la ligne turquoise, c'est les taux d'intérêt de la Fed. La ligne blanche, le 2-year, et vous voyez comment le 2-year chute avant. Taux d'intérêt de la Fed se maintiennent flat. 2-year qui chute violemment, taux d'intérêt de la Fed qui chute. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a? En chandelier japonais, nous avons le S&P 500 qui chute. Les taux d'intérêt baissent pour accompagner le bear market et accompagner la récession. Et en même temps, nous regardons ce qui se passe au niveau des valeurs refuges. Et là, c'est un point qui est super important. Valeurs refuges, en orangé, on a le gold et en jaune, on a le BTC. Rappelez-vous que BTC a été créé en 2009. Lorsque je fais ce travail, c'est pourquoi il y a un récit qui circule, même pas qui circule, mais qui est entonné par pratiquement tout le monde pour dire que maintenant, c'est le moment du BTC et que Bitcoin et les cryptos, clairement, elles vont être anti-inflation et anti-récession. Mais un élément clé, n'oubliez pas qu'elles sont utilisées comme... On va parler de Bitcoin, il est utilisé comme valeur refuge et stock de valeur. Mais qu'est-ce qu'on voit ici lorsqu'il y a une crise financière? On a la chute du S&P 500, les taux d'intérêt qui chutent, rappelez-vous, on est en phase de récession. Et là, qu'est-ce que vous voyez? On voit le gold qui est en train de chuter. Il faut comprendre un point clé, lorsqu'il y a une récession, il y a une crise de liquidité et on liquide tout. Et le gold a été liquidé aussi. Bien évidemment, il n'a pas chuté aussi violemment que le S&P 500, que le Nasdaq et d'autres actifs, mais il chute aussi. Et donc maintenant, si on vient en 2023 et que nous pensons à tout ce que nous avons vu au slide précédent et que nous pensons historique, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des chocs de liquidité? La grande question, est-ce que Bitcoin va résister à cela? Mais n'oubliez pas, en début d'émission, on a parlé de récession et méga opportunité lors du prochain cycle financier. Donc il peut y avoir une méga opportunité au niveau des blockchains. Et là, on va juste parler de Bitcoin, qui est notre méga indicateur. Et il y a d'autres projets qui sont super spéculatifs, qui eux aussi, si on a un retour du QE, comme ce fut le cas ici, taux d'intérêt super bas. La ligne bleue, c'est l'expansion du bilan de la Fed. Et vous voyez que c'est corrélé à la hausse, c'est corrélé à la hausse et des marchés, des actifs comme le gold. Et la ligne jaune, c'est le Bitcoin. Tout ça, ce sont des points qui sont super importants. Donc voilà en gros les éléments sur lesquels nous sommes focalisés. Mais n'oubliez pas, le fait de ne pas comprendre ce qui se passe au niveau macro, comment on interprète tout cela et comment on prend position, c'est très compliqué et c'est là qu'on fait des erreurs. Et les erreurs dans les marchés financiers, elles sont fatales. Pourquoi? Clairement, nous perdons des capitaux et on a moins de capitaux pour tirer avantage des futures opportunités. Donc voilà pourquoi il faut être ultra focus, être flexible et avancer petit à petit. Donc l'étude cyclique est très importante. Okay. Donc voilà, brièvement, si on voulait en savoir plus, bien il faut être en interne. Au sein du Pro Market, on décortique tout cela et on voit cela tous les jours. Ce qui fait que cette matière, vu qu'on a l'habitude de la voir, on est habitué au jargon technique, on est habitué à travailler avec ce genre de graphique, ce qui fait que on digère l'information beaucoup plus rapidement et nous parlons aussi stratégie, enfin pas mal d'éléments comme ça. Okay. Donc là, c'est le suivi que nous faisons au quotidien. Maintenant, conclusion, après avoir vu tout cela, il y a une méga confusion. Pourquoi on parle de confusion? Parce que tous les participants du marché ont vu ce que vous venez de voir. Tout le monde sait cela. Tout le monde sait qu'il y a la récession, cela, etc. Mais maintenant, il y a des acteurs qui commencent à prendre position et qui commencent à rebalancer leur portefeuille et qui commencent à se positionner et optimiser leur portefeuille pour la fin d'année 2023 et pour le début 2024. Donc, ils étaient dans les bons. Les taux d'intérêt étaient super hauts, ils ont eu pas mal de rendement sur le cash et tout ce qui était équivalent en cash. Maintenant, clairement, ils sont en train de migrer les capitaux d'une classe d'actifs vers une autre et ils prennent position petit à petit.
Ça, c'est ce qui est en train de se passer. N'oubliez pas, c'est un point qui est ultra, ultra important. Et lorsqu'on aura vraiment la récession qui va frapper, les bas du marché, etc., c'est là où beaucoup d'acteurs sont super, super agressifs. Moi, je conseille toujours d'y aller petit à petit et de laisser les marchés valider la thèse. Ok, on est dans un bull market, je rajoute un peu plus. Ok, on progresse dans le bull market, ok, je rajoute un peu plus. Et évidemment, on surveille les indicateurs leaders, les indicateurs cycliques, si je peux dire ça comme ça. Donc, conclusion, nous sommes en mode wait and see. Donc, on attend et on voit ce qui se passe. On attend quoi? La continuité des données économiques qui vont clairement nous montrer que la situation est en train de se détériorer. N'oubliez pas, politique monétaire de la Fed qui sont restrictives, ça va commencer à impacter les indicateurs et l'économie, différents secteurs et différentes industries petit à petit. On a vu le secteur, par exemple, du PMI manufacturing, donc tout ce qui est PMI manufacturier, donc usine, être déjà en territoire de contraction, mais c'est le PMI des services qui se maintient. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que le particulier est passé de consommation de biens, un exemple bien électronique, à une consommation de services. Voyages, hôtels, restaurants, etc., etc. Surtout maintenant, on se rapproche de la période estivale. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que ça y est, maintenant, la pandémie c'est fini, le Covid-19 n'est plus un risque, donc frontières ouvertes et tout le monde va continuer à voyager. Et aussi, n'oubliez pas, le trait psychologique qui accompagne cette phase, c'est ce qu'on appelle en anglais le revenge spending. Donc c'est la revanche de consommation. Pourquoi? On était en confinement, si cela, restriction de voyage, etc. Maintenant que tout s'est élevé, malgré les taux d'intérêt hauts, malgré l'inflation, on va aller et on va consommer. Donc c'est un point qui est super, super important. Voilà pourquoi est-ce que la récession pourrait se décaler. Quand je dis se décaler, clairement, elle pourra arriver tardivement. Ok, pourquoi? Il y a encore certaines industries, certains secteurs qui sont en train de cartonner, notamment les services. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est en mode wait and see. Et comme on dit, ici, il y a un fameux refrain Wall Street pour le mois de mai, c'est sell in May and go away. Donc vends en mai et pars. Donc là, tu vends en mai et t'attends. Donc en gros, c'est ça. Tout ça, rappelez-vous, sont des refrains et des récits populaires qui sont toujours qui sont là. Et vous voyez que maintenant, on y est. Un exemple clé, BTC n'arrive pas à pulvériser les 30 000 $. Le Nasdaq est en zone frontière entre le bull market et le bear market. Le S&P 500 est toujours à un niveau qui est assez intéressant. Et est-ce qu'il va générer des nouveaux hauts? Est-ce qu'il va continuer à être super haussier? Vous voyez qu'on attend. Et ça, c'est un élément clé vis-à-vis de ce qu'on a vu par rapport à la Fed. Pourquoi? Parce que Jay Powell lui aussi a dit, tiens, on va attendre les futures data. Madame Lagarde aussi a dit la même chose, on va demeurer et rester data dépendant. Donc c'est un point qui est super important. Maintenant, on est focus sur quoi? On reste focus sur la psychologie. Rappelez-vous ce que j'ai commenté. Maintenant que nous savons que la politique, que les politiques des banquiers centraux vont atteindre sont en fin de cycle de hausse de taux d'intérêt, on commence à rebalancer les portefeuilles. Ici, je parle de portefeuilles long terme. Donc des fonds de pension, des fonds mutuels et tous ces trucs-là, c'est eux qui sont long only, donc buy and hold. Eux commencent à petit passer des bons, remettre de l'argent ici dans le stock market petit à petit. Donc c'est un point qui est super, super important. Et d'autres participants de marché, hedge fund et tout ça, donc les opérateurs à court terme, moyen terme, eux aussi font pareil. Pourquoi? Si, lors de la prochaine réunion de la Fed, Jay Powell ou Madame Lagarde dit, vous savez quoi, Madame Lagarde pour la BCE dit, vous savez quoi, on va arrêter complètement la hausse de taux d'intérêt et on va bientôt commencer à baisser les taux d'intérêt, il y aura une réaction à chaud. Et cette réaction à chaud peut durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on peut voir les marchés être haussiers. En attendant les futures lectures de la croissance du PIB et d'autres données économiques. Donc vous voyez que c'est un point qui est super important, voilà pourquoi qu'on parle de confusion. Il y a des réactions à court terme qui peuvent être haussières, mais à moyen terme et long terme, en vue d'une récession, ça peut être baissier. Ou du moins, le sentiment est baissier. Donc voilà, en gros, on en est où? Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut être assez flexible ici. Donc là, on est focus sur les zones psychologiques. Donc là, les zones bull market, bear market, pas mal d'éléments comme ça. Attention, correction. Pourquoi? Il peut aussi, là, j'ai parlé d'un scénario avec un commentaire positif. Nous pourrions avoir un scénario où les commentaires sont négatifs. On va encore continuer à monter les taux d'intérêt. On veut vraiment avoir l'inflation à 2% et on va choquer l'économie. Ce genre d'éléments, clairement, correction. Correction, c'est 10% par rapport au niveau où nous sommes. Donc voilà, en gros, des points auxquels on doit s'attendre. J'ai déjà commenté les données macroéconomiques. Donc là, les futures lectures d'inflation qui vont arriver cette semaine aux États-Unis. Il y a encore quelques publications de résultats de compagnies. Et bien évidemment, les données CPI donc pour l'inflation, PMI manufacturier, PMI de services, taux de chômage, pas mal d'éléments comme ça qui vont arriver, et les révisions et tout ça. Donc nous aussi, on est data dépendant et on est focus sur les data. Et d'un autre côté, la liquidité. Liquidité, bien évidemment, ce sont ces chocs qui peuvent survenir à tout moment. Et là, bien évidemment, on doit surveiller ce qui se passe au niveau du secteur banquier. Pourquoi? Si notre banque explose, qu'il y a une migration des dépôts,
bah, ça peut toucher pas mal d'autres entités. Et bien, moi, il y a le gros problème aux États-Unis, le plafond de la dette. Ça, c'est un point qui est super important. Et ceci, ça peut créer une panique. Et lorsqu'il y a une panique, il y a moins de liquidité dans les marchés. Donc, ce sont tous les points sur lesquels nous sommes ultra focus. Okay, et donc, voilà, là, je vais en arrêter là. Je vais arrêter ici plutôt. Et vous avez vu, bon là, je ne suis pas intervenu très souvent dernièrement. Bah, pourquoi? Parce que je suis focalisé sur les insiders et leur apporter l'intel au quotidien. On a fait un très gros rapport en avril. Vous voyez qu'on a les rapports crypto markets qui sont publiés, en plus des pro markets. Donc pro markets, c'est du lundi au vendredi. C'est publié à la clôture des marchés US et tout le blabla que j'ai fait, macroéconomique et tout ça, ben là on va en profondeur dans tous ces points et nous regardons comment cela impacte les marchés financiers et nous on est focus sur des segments clés, donc on est focus sur la technologie et ben moins sur les entités à forte croissance au sein du secteur tech. Avec ça, comme je le disais, on a publié le rapport Crypto Markets du mois d'avril. Donc là, c'est un rapport mensuel. C'est quelque chose qu'on a lancé maintenant. On utilise Bitcoin comme indicateur et nous regardons Bitcoin aux côtés d'indicateurs macro, comme vous avez vu un peu plus haut, mais séparément. Donc Bitcoin par rapport à l'inflation, Bitcoin par rapport à ceci, Bitcoin par rapport à cela. Et on regarde en gros ce qui peut se passer. Et on utilise Bitcoin comme indicateur du sentiment spéculatif macro global et aussi comme indicateur du sentiment spéculatif au sein du crypto market, vu que c'est la réserve, c'est le stock de valeur du crypto market. C'est un point qui est ultra important. Donc voilà en gros tout ce qui est compris dans le pack Pro Markets. Et bientôt, déjà maintenant, dans nos sessions Pro Markets, on a un segment IA déjà qui a été lancé, vu que nous pensons que, enfin, en interne, avec ce que nous avons vu et de l'étude historique des cycles des marchés, qu'il y aura un prochain boom lors du prochain cycle économique et la IA va, va être le grand gagnant. Donc ce qu'on a vu pour les blockchains durant la période 2020, n'oubliez pas, lorsqu'il y avait des taux d'intérêt super bas, beaucoup de liquidités, etc., les blockchains ont explosé avec tous les thèmes NFT, métavers, tout ce que vous voulez, etc. Maintenant, vous voyez qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais ce n'est qu'une application, mais il y a beaucoup de choses qui se font. J'ai fait une session publique sur YouTube, allez la regarder, où j'explique un peu tout cela à travers le prisme, hein, donc vu à travers le prisme, on va dire, d'un investisseur. Regardez comment on peut regarder ça, enfin comment on peut profiter de cela à long terme. Donc là, on s'attend à ce qu'il y ait un méga boom durant le prochain cycle économique. Rappelez-vous, c'est post-récession. Donc après la récession, on s'attend à ce qu'il y ait un boom de l'IA. Et donc clairement, bah là déjà, petit à petit, nous commençons déjà à brainstormer, si vous voulez, par rapport à tout cela. Et à partir de l'été 2023, on va lancer des sessions mensuelles. Donc on a les Pro Markets du lundi au vendredi, où il y a des segments blockchain, il y a un segment IA, et séparément, chaque mois, nous faisons un gros rapport blockchain et Bitcoin comme indicateur, et à partir de cet été 2023, on va lancer un méga rapport IA. Donc c'est un point qui est super important, et de temps en temps, je ferai aussi des petites sessions YouTube ici et là. Et bien, on a relancé, on a réouvert les services consulting. Donc là, ceux qui ont besoin de ça, vous venez au justitume.com, donc session consulting. Les services VAM aussi ont été relancés, donc il y a un peu plus de capacité. Donc voilà, ça c'est le gros du programme. Vous comprenez aussi que c'est pour ça que je suis pas très présent et j'interviens pas beaucoup ici sur, sur YouTube. Donc c'est principalement pour cela. Mais là, si vous voulez avoir accès à ce que je fais et à ce que nous faisons au quotidien, bah, venez au www.justitume.com. Vous souscrivez au Pro Market et on se retrouvera au quotidien du lundi au vendredi et lors de nos sessions Pro Market, Crypto Market, les IA Boom Cycle qu'on va lancer très bientôt, consulting, service VAM, etc. On a une méga galerie d'archives qui explique tous ces points en profondeur avec des exemples à la clé. Donc voilà, un grand merci à vous tous. On verra quand est-ce qu'on va se retrouver. Vous avez vu qu'on a un gros programme, on a beaucoup de choses à faire. Donc vous comprenez que voilà, je n'interviens pas très souvent, mais bon, les insiders sont avec moi en interne, donc là, il n'y a pas de souci. Mais un autre point que j'allais commenter, je vais faire une deuxième session IA, comme celle que vous avez vue, qui est disponible ici dans la galerie d'archives. Et on va élaborer quelques points, comme ça tout le monde va pouvoir comprendre clairement comment nous brainstormons par rapport à cela, et comment est-ce que nous voyons les marchés, et comment est-ce qu'on se positionne, on va dire, de manière cyclique. Donc tout le speech que j'ai fait concernant la macroéconomie, concernant les cycles, maintenant vous pensez à cela, et ici on va commencer à voir, comment est-ce qu'on peut se positionner, on va dire, dans les compagnies qui mettent sur pied l'infrastructure IA. Et on va parler aussi de quelques aspects cycliques, voir quels étaient les thèmes qui ont accompagné les cycles boom-bust, donc les bull market, bear market, expansion économique et récession économique. Il y a toujours eu un thème qui accompagnait cela. Okay. Et c'est le thème clairement qui génère le plus de croissance. Maintenant, nous pensons que ça va être la IA. Okay. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Focus, bon visionnage. Pour les insiders de Justitume,
rendez-vous au quotidien lors de nos sessions Pro Market. Et pour YouTube, rendez-vous très bientôt ici sur YouTube. Mais n'oubliez pas, vous avez l'autre canal YouTube, le GCTune TV. Il y a des méga galeries d'archives. Allez tirer avantage de cela. Et ici aussi sur le canal sergioke.kilembe TV, de temps en temps, j'interviens avec ce genre de session. Donc voilà, c'est tout pour moi. Un grand merci à vous tous. Focus et à très bientôt.